La fortune d'un homme d'affaires n'avait pu lui acheter ce qu'il désirait le plus au monde, la voix de son fils unique, que tous croyaient sourd de naissance. Des années de silence, de diagnostics confirmés et une vaste maison de campagne en Provence remplie d'échos vides. Et si la vérité ne se trouvait pas dans les oreilles du garçon, mais cachée sous les yeux de tous, attendant que quelqu'un, non pas pour guérir mais pour observer, la découvre? Ce que cette nouvelle employée est sur le point de révéler changera tout ce qu'il pensait savoir. La racine du silence du garçon est un secret que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. Nicolas Mercier vivait dans une grande et silencieuse maison de campagne aux environs d'Aix-en-Provence. La propriété, un vieux mas en pierre ocre, était entourée de champs de lavande et d'oliveraies qui s'étendaient à perte de vue sous le soleil implacable du sud. À l'intérieur, malgré la chaleur écrasante de l'été provençal, tout semblait froid, figé dans le temps, sans vie. Nicolas était un homme qui avait autrefois connu une famille heureuse, mais tout avait basculé après l'accident de voiture sur une route départementale sinueuse qui avait coûté la vie à sa femme, Valérie. Depuis ce jour tragique, il vivait seul avec son unique fils, Léo. Léo était né sourd, ou du moins c'est ce que tout le monde croyait. Il n'avait jamais prononcé un seul mot. Il ne montrait aucune réaction au bruit, aux voix, au monde sonore qui l'entourait. Les médecins avaient confirmé sa condition dès son plus jeune âge, et Nicolas avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'adapter. Il avait transformé le mas en une forteresse technologique contre le silence. Des lumières clignotantes servaient de sonnettes, des alarmes vibrantes de réveil, des écrans sous-titraient les rares programmes qu'il regardait. Tout était là, mais rien ne semblait fonctionner. Léo restait distant, emmuré dans un silence impénétrable. Nicolas arpentait les longs couloirs au sol en tomates rouges, sentant le vide grandir un peu plus chaque jour. Bien que la maison fût grande et remplie d'objets, elle lui semblait n'être qu'une coquille vide, dépourvue d'âme. Léo passait la majeure partie de ses journées assis près d'une grande fenêtre à volets bleus, le regard perdu dans le vague. Il ne jouait pas, ne souriait pas, ne pleurait jamais, ne demandait rien. Son visage restait une toile blanche, une page illisible. Nicolas avait essayé tant de fois de l'atteindre. Chaque matin, il s'agenouillait près de Léo et lui parlait lentement, espérant qu'une inflexion, un regard, trahirait une compréhension. Il utilisait des gestes, montrait des dessins colorés, mimait des histoires, mais les yeux de Léo ne le suivaient pas. Il semblait regarder à travers lui. Nicolas n'était pas en colère. Il était triste, une tristesse profonde et épuisante qui s'était installée en lui. Il voulait croire qu'il y avait quelque chose derrière le silence de Léo, une pensée, une émotion cachée. La chambre du garçon était un cocon de couleurs douces et d'appareils conçus pour son confort, mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Nicolas ne pouvait pas dire si Léo remarquait même sa présence. C'était comme essayer de se connecter à un fantôme. Parfois, Nicolas se surprenait à observer Léo pendant des heures, guettant la moindre réaction. Mais Léo restait immobile, enfermé dans son propre monde inaccessible. Malgré tout, Nicolas n'a jamais abandonné. Il suivait une routine rigide, croyant qu'elle pourrait aider Léo à se sentir en sécurité. Chaque matin, ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, en silence. Nicolas préparait toujours la même chose, des tartines de baguette avec de la confiture d'abricot et un grand bol de lait. Il posait l'assiette devant Léo, qui mangeait lentement, sans jamais lever les yeux. Ensuite, il passait un moment dans le grand salon, où Nicolas lisait des histoires. Il s'asseyait dans un fauteuil en cuir usé et parlait d'une voix claire, pointant les images dans les livres, exagérant les émotions avec ses mains et ses expressions. Il lisait des contes de Perrault, des fables de La Fontaine, et inventait même ses propres récits. Léo ne réagissait à aucun d'eux. Pourtant, Nicolas continuait d'essayer. L'après-midi, il se promenait dans le jardin. Nicolas parlait des plantes, des cyprès, du ciel bleu intense, de tout ce qui lui venait à l'esprit. Léo suivait en silence, toujours quelques pas derrière. Parfois, Nicolas s'arrêtait, se retournait et faisait un geste simple, comme arbre ou fleur. Léo le regardait rarement, mais Nicolas espérait qu'un jour, quelque chose changerait. Le soir, Nicolas s'assurait que Léo avait tout ce dont il avait besoin. Il l'aidait à prendre un bain tiède, lui enfilait un pyjama doux et s'asseyait à côté de lui sur son lit. Avant d'éteindre la lumière, il lui racontait une dernière histoire. C'était devenu un rituel. Nicolas terminait toujours la journée par un conte sur un garçon courageux qui ne parlait pas mais qui pouvait changer le monde. Il espérait que Léo pourrait se voir dans ces histoires. Nicolas observait attentivement le visage de son fils,
cherchant le plus petit signe de reconnaissance, un clignement d'yeux, une larme, un sourire. Mais rien ne venait jamais. Nicolas quittait souvent la chambre de Léo le cœur lourd. Une fois dans sa propre chambre, il fixait le plafond en se demandant ce qu'il pouvait faire de plus. Sa femme lui manquait terriblement. C'était elle qui était pleine d'énergie, celle qui croyait que Léo les surprendrait un jour. Maintenant, il ne restait plus que lui, s'accrochant seul à cet espoir. Chaque nuit, il se promettait de ne pas abandonner. La maison elle-même avait commencé à ressembler à une prison. Chaque pièce rappelait à Nicolas une époque où la vie était différente. La cuisine avait encore la tasse à café préférée de Valérie sur une étagère. Le salon abritait une photo de famille encadrée, Nicolas, Valérie et Léo bébé. La poussière s'était accumulée sur tout, mais Nicolas n'osait rien jeter. Il errait souvent dans la maison, touchant de vieux meubles, allumant des lumières dans des pièces vides, juste pour sentir une forme de présence. Le silence était partout, pas seulement celui de Léo, mais celui de toute la propriété. Pas de musique, pas de rire, pas de conversation. Même l'air semblait immobile. Parfois, Nicolas parlait tout seul juste pour entendre une voix résonner dans les couloirs. Il parlait de choses simples, ce qu'il avait préparé pour le déjeuner, le temps qu'il faisait, un souvenir qui lui était revenu. C'était sa façon de garder la raison, de combler le silence qui semblait infini. Mais malgré toute sa tristesse, Nicolas ne renonçait pas à sa conviction. Il pensait vraiment qu'un jour Léo changerait. Il imaginait souvent un petit geste, un son, ou même un contact visuel. Il croyait que s'il restait doux, patient et aimant, quelque chose pourrait atteindre Léo. Il ne blâmait pas le garçon, jamais. Au lieu de cela, il s'efforçait de créer un espace sûr pour lui. Nicolas croyait que si Léo ressentait un jour quelque chose, n'importe quoi, il le montrerait. Cette croyance le faisait tenir. Elle lui donnait la force de se lever chaque jour, de préparer le petit déjeuner, de raconter des histoires et de marcher aux côtés de Léo en silence. Bien que les jours fussent toujours les mêmes, Nicolas voyait chacun d'eux comme une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de briser le mur entre eux. Et ainsi, même lorsqu'il était épuisé, même lorsque rien ne semblait s'améliorer, il continuait, car au fond de lui, il croyait vraiment qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, tout pourrait changer. Chloé Dubois arriva à la maison de campagne des Merciers avec une seule petite valise à la main. Ses vêtements étaient simples, ses cheveux attachés en un chignon strict et ses yeux portaient une fatigue ancienne. Elle avait parcouru un long chemin, non seulement en distance, mais dans la vie. Quelques mois plus tôt, Chloé avait perdu son fils nouveau-né après un accouchement difficile. La douleur était toujours là, silencieuse et profonde. Elle ne pleurait plus en public, mais à l'intérieur, elle se sentait toujours brisée. Quand elle avait vu l'annonce pour un poste de gouvernante dans une propriété rurale, elle n'avait pas hésité. Elle ne cherchait ni l'argent, ni une carrière. Elle voulait juste être ailleurs, dans un endroit calme, loin des souvenirs. La maison des Merciers semblait froide et distante, mais cela n'importait pas à Chloé. Elle sentait qu'elle appartenait à un tel endroit. Quand Nicolas ouvrit la porte, elle le salua poliment, sa voix calme et basse. Elle ne sourit pas trop, n'essaya pas d'engager la conversation. Elle n'était plus comme ça. Nicolas n'était pas sûr de ce à quoi s'attendre lorsqu'il avait fait passer l'entretien à Chloé. Il avait vu beaucoup de gens aller et venir, la plupart pleins d'énergie ou s'efforçant trop d'être amicaux. Chloé était différente. Elle était restée silencieuse, avait écouté attentivement et n'avait répondu que le nécessaire. Il y avait quelque chose dans sa façon de respecter le silence qui avait attiré l'attention de Nicolas. Il n'avait pas ressenti le besoin de tout expliquer. Elle semblait comprendre le genre de maison dans laquelle elle entrait. Pendant l'entretien, Chloé n'avait pas posé beaucoup de questions. Elle voulait juste savoir à quelle heure elle devait commencer et ce que Nicolas attendait d'elle. Il remarqua qu'elle n'évitait pas le contact visuel, mais ne le fixait pas non plus. C'était naturel. Après une brève pause, Nicolas décida de l'embaucher. Il n'y eut pas de moment dramatique, pas de poignée de main pleine d'émotion. Juste un accord simple et silencieux. Chloé commencerait le lendemain matin. Nicolas lui montra une petite chambre de service près de l'arrière de la maison et la laissa s'installer. Chloé déballa lentement sa valise ce soir-là. Elle n'avait pas grand-chose, juste quelques tenues, des articles de toilette et une petite photo de son bébé. Elle plaça la photo dans le tiroir de la table de chevet, non pas pour la cacher, mais pour la garder près d'elle. La chambre était simple, avec des murs blancs, un lit et une petite fenêtre. C'était suffisant.
Le silence de la maison ne la dérangeait pas, au contraire, il lui plaisait. Elle parcourut les couloirs en silence, se familiarisant avec l'espace. Les sols étaient propres mais usés, et les lumières étaient faibles. Tout semblait intact, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur de la propriété. Elle passa devant des pièces fermées, d'autres avec des meubles recouverts de draps. Elle n'essaya rien d'ouvrir, ni d'aller là où elle n'avait pas été invitée. Chloé n'était pas curieuse de la manière habituelle. Elle préférait observer d'abord, parler ensuite. Cette nuit-là, elle dormit paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, Nicolas donna à Chloé une liste de tâches de base. Nettoyer la cuisine, épousseter le couloir, s'assurer que la chambre de Léo reste bien rangée. Il ne dit pas grand-chose sur Léo, juste qu'il était calme et avait sa propre routine. Chloé écouta et hocha la tête. Elle ne posa pas de questions sur le garçon. Elle savait que si quelque chose était important, elle le découvrirait avec le temps. Plus tard dans la journée, elle passa devant la chambre de Léo et vit la porte légèrement entr'ouverte. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur sans entrer. Léo était assis par terre, adossé au mur, serrant un animal en peluche usé dans ses bras. Ses yeux fixaient le tapis. Il ne bougea pas, ne leva pas le regard. Chloé resta un moment silencieuse, l'observant simplement. Elle ne dit rien. Il y avait quelque chose en lui qui avait attiré son attention. Pas sa surdité, mais la solitude qui semblait l'entourer. C'était un sentiment familier. Chloé s'éloigna lentement, laissant la porte se refermer silencieusement derrière elle. Dans les jours qui suivirent, Chloé fit son travail en silence et avec soin. Elle ne faisait pas de bruit, ne mettait pas de musique et n'essayait pas d'entamer de conversation à moins que ce ne soit nécessaire. Elle comprit comment la maison fonctionnait. Les repas étaient silencieux. Nicolas restait la plupart du temps dans son bureau et Léo était toujours seul. Elle n'essaya rien de forcé. Quand elle croisait Léo dans le couloir, elle hochait simplement la tête. Parfois il la regardait, parfois non. Chloé ne le pressa jamais. Elle respectait son espace, tout comme elle voulait que les gens respectent le sien. Dans la cuisine, elle apporta de petits changements, organisa les étagères, nettoya les surfaces plus en profondeur et laissait les choses un peu plus ordonnées chaque jour. Nicolas le remarqua, mais ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Il vit que Chloé était constante, fiable et douce. Il n'y avait pas de drame, pas de personnalité écrasante, juste une présence tranquille. Et dans une maison remplie de silence et de souvenirs, c'était exactement ce dont ils avaient besoin. La connexion de Chloé avec Léo ne se construisit pas par des mots ou des actions, mais par la présence. Elle n'essaya pas de le divertir ou de l'égayer, elle lui prêta simplement attention. Elle remarqua comment il tenait toujours le même animal en peluche, comment il s'asseyait dans le même coin de la pièce et comment ses yeux suivaient la lumière sur les murs. Chloé ne dit rien à ce sujet, mais elle ajusta son horaire de nettoyage pour ne pas le déranger quand il était dans son coin. Lentement, elle commença à lui laisser de petites choses. Une couverture pliée, un verre d'eau tiède, un livre d'images ouvert sur la table. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il réponde, et au début, il ne le fit pas. Mais elle continua quand même, non pas pour le changer, mais pour être là. Elle n'avait aucune idée que ses actions silencieuses commençaient déjà à faire une différence. Sans s'en rendre compte, Chloé avait commencé son travail non seulement comme gouvernante, mais comme quelqu'un qui voyait vraiment Léo. Dans les jours qui suivirent, Chloé commença à observer Léo de plus près. Elle continuait ses tâches quotidiennes, nettoyant les pièces et préparant les repas, mais elle portait une attention particulière chaque fois que Léo était à proximité. Il ne parlait toujours pas, ne regardait personne et serrait toujours fort son vieil animal en peluche. Mais Chloé commençait à remarquer de petites choses. Un après-midi, alors qu'elle traversait le couloir, elle laissa accidentellement tomber une cuillère en bois. Ce ne fut pas un bruit fort, juste un léger choc contre le sol. Mais Léo sursauta. Ses épaules bougèrent légèrement et sa tête pivota un peu. Chloé s'arrêta, ne dit rien, l'observa juste quelques secondes. Il ne la regarda pas, mais la petite réaction resta dans son esprit. S'il était complètement sourd, pourquoi aurait-il réagi ainsi? Cela ne semblait pas être une coïncidence, cela semblait réel. À partir de ce moment, Chloé commença à prêter plus d'attention à la façon dont Léo répondait au monde qui l'entourait. Le lendemain matin, Chloé testa quelque chose de simple. Elle entra dans le couloir à l'extérieur de la chambre de Léo, marchant lentement, posant chaque pas avec soin, et essayant de ne pas faire de bruit. Léo ne réagit pas.
Alors elle changea son rythme, marchant avec des pas plus lourds, laissant ses talons frapper le sol plus fort. Léo était assis près de la porte avec son animal en peluche. Elle vit sa tête s'incliner légèrement, comme s'il avait remarqué quelque chose. Encore une fois, elle ne dit rien. Ce soir-là, en nettoyant le sol de la cuisine, elle frappa 2 fois le bout du manche à balai contre le carrelage. Le son était étouffé, pas aigu. Léo était à proximité, dessinant sur le bord d'une table. Au 2e coup, il cligna des yeux et regarda autour de lui. Chloé ne bougea pas, ne parla pas. Elle observa calmement. C'était une autre petite réaction. Rien de grand, rien de clair, mais cela signifiait quelque chose. Elle commença à réfléchir. Peut-être que Léo n'entendait pas de la même manière que la plupart des gens, mais peut-être qu'il ressentait certaines choses, des vibrations, de la pression, des sons graves. Chloé continua ses petits tests tout au long de la semaine. Elle ne le fit jamais de manière évidente et n'en parla jamais à Nicolas. Non pas qu'elle cachait quelque chose, elle n'était tout simplement pas encore sûre de ce que tout cela signifiait. Un jour, en époussetant une étagère dans le salon, elle frappa légèrement le bois 2 fois. Léo était assis sur le canapé avec son jouet. Encore une fois, il bougea juste la tête, juste un peu. Un autre jour, elle balaya le couloir avec un balai qui faisait un léger bruit de frottement. Léo tourna légèrement la tête lorsqu'elle passa à côté de lui. Chloé remarqua qu'il semblait plus réceptif à certains types de sons, en particulier les sons graves et doux. Elle prêta également attention à la façon dont il réagissait quand quelqu'un passait à côté de lui. Les pas lourds le faisaient bouger un peu, tandis que les pas légers non. Chloé commença à penser que le monde de Léo n'était pas complètement silencieux. Peut-être qu'il n'entendait pas les mots ou les voix, mais il remarquait le mouvement et la pression autour de lui d'une manière ou d'une autre. Chloé ne tira pas de conclusion hâtive, n'essaya pas de faire un plan ou de réparer quoi que ce soit. Elle continua simplement à observer et à tester. Chaque fois qu'elle remarquait quelque chose de nouveau, elle en prenait note mentalement. Elle n'avait pas besoin d'un carnet. Son esprit était clair et elle se souvenait de chaque détail. Quand elle passait près de Léo, elle se déplaçait à différentes vitesses et avec un poids différent. Parfois, il sursautait. Parfois, ses doigts se serraient autour de son jouet. Ce n'étaient pas des mouvements aléatoires, c'étaient des réactions à quelque chose qu'il sentait. Chloé commença également à poser des objets sur le sol doucement, puis plus fort, en observant toujours le langage corporel de Léo. Ses réactions n'étaient jamais grandes, mais elles étaient là, réelles et cohérentes. Plus elle prêtait attention, plus elle était sûre que Léo n'était pas aussi déconnecté qu'on le pensait. Il vivait dans un monde où il captait différents types de signaux. Chloé commença à croire que le garçon que tout le monde voyait comme inaccessible aurait pu écouter à sa manière. Un soir, Chloé entra dans la salle à manger, où Léo était assis en silence. Elle ne parla pas. Au lieu de cela, elle frappa fermement du pied le plancher en bois, laissant la surface vibrer. La tête de Léo pivota lentement, il ne la regarda pas, mais il remarqua quelque chose. Chloé resta immobile, puis recula lentement, cette fois avec des pas doux et silencieux. Léo ne bougea pas. Elle répéta la même action 3 fois de plus cette semaine-là. Chaque fois, Léo ne réagissait qu'aux pas les plus fermes. Chloé commença à comprendre que ses sens fonctionnaient différemment. Peut-être que ce n'était pas de l'ouïe au sens habituel. Peut-être était-ce un mélange de sensations et de perceptions de ce que les autres ne pouvaient pas voir. Elle n'en parla pas à Nicolas, non pas parce qu'elle voulait cacher quelque chose, mais parce qu'elle avait besoin de plus de temps pour comprendre. Ce n'était encore que de petits moments, de légers changements, des rotations de tête, de brefs sursauts, mais pour Chloé, il parlait fort. Elle voyait maintenant Léo non pas comme insensible, mais comme quelqu'un qui communiquait d'une manière très silencieuse. À la fin de la semaine, Chloé était convaincue que Léo n'était pas complètement déconnecté du monde. Elle ne connaissait pas toute la vérité, mais elle en savait assez pour commencer à changer la façon dont elle interagissait avec lui. Elle continua de l'observer en silence, sans jamais interrompre ses routines ni le pousser à répondre. Au lieu de cela, elle testait doucement de nouvelles choses, tapotant près de ses pieds, déplaçant légèrement les meubles, et observant comment il répondait aux mouvements soudains ou aux légers bruits de fond. Elle n'avait encore partagé aucune de ses pensées avec Nicolas. Elle voulait être sûre avant de dire quoi que ce soit, mais au fond, quelque chose avait changé. Chloé ne voyait plus Léo comme un garçon silencieux et distant. Elle voyait un garçon qui ressentait plus qu'il ne le montrait, qui était silencieusement à l'écoute du monde à sa manière. Elle continua son travail calmement et avec soin,
collectant des détails silencieux et les gardant précieusement. Le garçon qui semblait perdu pour tous les autres n'était peut-être pas si perdu, après tout. C'était un après-midi normal à la maison de campagne. Chloé nettoyait les armoires de la chambre d'amis, cherchant la poussière ou tout ce qui avait été laissé derrière. La plupart des étagères étaient vides, mais dans un des tiroirs, sous une pile de vieux draps, elle trouva quelque chose de petit, un écouteur. C'était un seul écouteur sans fil, un peu poussiéreux mais encore en bon état. Elle le regarda un moment, puis le nettoya avec un chiffon doux et le posa sur la table voisine. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait son téléphone et pensait à la musique qu'elle mettait pour son fils, elle eut une idée. Ce n'était pas planifié, et elle n'était même pas sûre de pourquoi cela lui était venu à l'esprit. Elle alluma son téléphone, le connecta à l'écouteur et chercha une douce mélodie instrumentale. Puis, d'une main lente et prudente, elle s'approcha de Léo et plaça doucement l'écouteur près de son oreille droite. Au début, Chloé ne s'attendait à rien. Léo serrait son animal en peluche, comme toujours, le regard baissé et le visage calme mais distant. La musique jouait doucement, juste une mélodie lente, avec un rythme tranquille et sans parole. Chloé resta immobile, observant. Puis, quelque chose changea. Les yeux de Léo s'ouvrirent un peu plus. Son corps ne bougea pas, mais son expression changea. Il regarda légèrement sur le côté et sa tête s'inclina lentement, comme s'il essayait de trouver la source de quelque chose d'étrange. Chloé sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas une grande réaction, mais elle était claire. Ce n'était pas comme ses mouvements aléatoires habituels ou ses réactions au toucher ou aux vibrations. C'était différent. Elle ne parla pas, ne demanda rien, attendit simplement. Après une minute, la tête de Léo s'inclina un peu plus et ses sourcils se froncèrent d'une manière qui montrait qu'il essayait de comprendre quelque chose. Chloé retira lentement l'écouteur et éteignit la musique, toujours en silence, l'observant toujours de près. Chloé répéta l'expérience le lendemain. Cette fois, elle testa un son différent, des bruits de la nature mélangés à une musique douce. Elle plaça l'écouteur près de l'oreille gauche de Léo cette fois, juste pour voir si la réaction serait la même. Encore une fois, Léo ne sursauta pas, ne paniqua pas, mais il cligna des yeux 2 fois et leva la tête. Ses doigts bougèrent légèrement, desserrant leur prise sur l'animal en peluche. Il ne souriait pas, mais quelque chose sur son visage semblait plus éveillé. Elle remarqua que sa bouche bougeait légèrement, presque comme s'il ressentait le son à l'intérieur de lui-même. Ce n'était pas un réflexe, pas quelque chose d'inconscient. Il essayait de comprendre. Ce moment fit ressentir à Chloé quelque chose de fort en elle. Elle ne cria pas, ne pleura pas, mais sa poitrine se serra d'émotion. Elle observa Léo attentivement et commença à jouer différentes mélodies, toujours douces, jamais fortes, et à chaque fois, il y avait une réaction, petite mais réelle. Léo répondait non pas avec peur ou confusion, mais avec attention. Au cours des jours suivants, Chloé continua de tester de nouveaux sons. Elle utilisa son téléphone pour trouver de la musique douce, des rythmes simples ou des mélodies relaxantes. Elle s'assura de ne pas submerger Léo. Chaque fois, elle attendait le bon moment. Elle s'approchait en silence et plaçait l'écouteur près d'une de ses oreilles. Parfois, elle ne le mettait même pas dedans. Elle le tenait juste assez près pour que le son parvienne. Et chaque fois, Léo réagissait. Il inclinait la tête, clignait lentement des yeux ou tournait les yeux vers sa main. Une fois, en écoutant un morceau de piano doux, Léo sourit même un peu. Pas un grand sourire, mais une légère courbe de ses lèvres qui disparut rapidement. Chloé resta immobile, respirant à peine. Elle savait ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un tic aléatoire, pas son imagination, c'était réel. Léo ne ressentait pas seulement des vibrations, il reconnaissait le son, il entendait quelque chose, et lentement, quelque chose à l'intérieur de lui s'éveillait. Chloé n'en parla pas encore à Nicolas. Elle sentait qu'elle avait besoin de plus de temps, de plus de confirmation. Cette découverte était trop importante pour être précipitée. Elle continua sa routine silencieuse, agissant comme si rien n'avait changé. Mais chaque fois qu'elle et Léo étaient seuls, elle utilisait ces moments pour tester de nouveaux types de sons, le vent, les oiseaux, des voix douces disant des mots sans signification. Léo répondait différemment selon le type d'audio. Avec la musique, il semblait calme, avec les sons d'eau ou de forêt, il semblait curieux, avec des conversations lointaines, il semblait se concentrer plus profondément. Chloé remarqua également qu'il avait une préférence pour une oreille par rapport à l'autre. Son côté droit provoquait toujours des réactions plus fortes. Elle en prit note.
Tout était si subtil, mais si plein de sens. Elle n'avait pas besoin d'un mot fort ou d'un grand geste. Les petits changements de Léo lui disaient tout. Il y avait quelque chose en lui qui avait été ignoré ou mal interprété, mais maintenant cela devenait visible petit à petit. Un après-midi, Chloé s'assit par terre devant Léo. Il l'observait attentivement maintenant, pas tout le temps, mais assez souvent. Elle tenait l'écouteur dans sa main sans l'allumer encore. Au lieu de cela, elle le regarda, attendit que leurs regards se croisent, puis mit une musique lente avec des cordes douces. Elle plaça l'écouteur près de son oreille. Cette fois, Léo ne réagit pas seulement, il bougea doucement la tête vers l'écouteur. Ses yeux restèrent ouverts, concentrés. Ses mains reposaient sur ses genoux. Chloé observa son visage s'adoucir et un petit sourire se former à nouveau. Il dura quelques secondes de plus. Cette fois, elle savait ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un réflexe, pas une coïncidence, c'était de la conscience, de la compréhension, de l'ouïe. Elle n'avait pas besoin de la preuve d'une machine ou des mots d'un médecin. Le garçon, qui avait été considéré comme complètement sourd, répondait au son. Pour Chloé, cela changeait tout. Chloé avait du mal à dormir. Les petites réactions de Léo au son étaient gravées dans son esprit. Ce n'étaient pas des suppositions, ni des rêves, c'était réel. Et pourtant, tout ce qu'on lui avait dit sur Léo disait le contraire. Il était censé être complètement sourd. Mais si ce n'était pas vrai? Et si quelque chose avait été ignoré? Un matin, en nettoyant un couloir près d'une ancienne pièce médicale, Chloé vit un placard étroit avec une serrure cassée. Elle ne l'avait jamais ouvert auparavant. Par curiosité et poussée par son malaise, elle ouvrit la porte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs boîtes, des flacons poussiéreux et de vieux classeurs. Certaines étiquettes étaient décolorées, mais d'autres étaient encore lisibles. Elle trouva de petits récipients avec de longs noms chimiques qu'elle ne reconnaissait pas. Beaucoup semblaient avoir été utilisés il y a des années. Elle en prit quelques-uns et lut attentivement les étiquettes. Les noms ne lui étaient pas familiers, mais quelque chose en ne semblait important. Elle prit des photos avec son téléphone quand personne n'était là. Plus tard ce soir-là, Chloé s'assit dans sa chambre et commença à faire des recherches en ligne. Elle tapa les noms des médicaments un par un, les copiant exactement des photos qu'elle avait prises. Les résultats arrivèrent lentement. Certains noms étaient liés à des antibiotiques, d'autres à des traitements neurologiques. Un médicament en particulier apparut sur plusieurs sites médicaux. Il avait un long nom scientifique, mais les articles mentionnaient des effets secondaires possibles chez les enfants, surtout lorsqu'il était utilisé sur de longues périodes. L'un de ces effets secondaires était des dommages auditifs, temporaires ou permanents. Chloé fixa l'écran, lisant la même ligne encore et encore, vérifiant d'autres sources pour s'assurer que ce n'était pas un seul article. Le même avertissement apparut à nouveau. L'utilisation à long terme pouvait affecter le développement du nerf auditif. Elle se renversa sur sa chaise, stupéfaite. Était-il possible que Léo ait pris ces médicaments? Lui en avait-on donné quand il était enfant? Ses pensées commencèrent à tourner rapidement. Plus elle lisait, plus cela semblait sérieux. Le lendemain, elle retourna au placard et examina le reste des articles. Elle ne prit rien, mais mémorisa quelques étiquettes de plus. Certains flacons avaient le nom de Léo imprimé dessus, avec de vieilles dates écrites au stylo. C'était la confirmation qu'elle ne voulait pas. Ces médicaments n'étaient pas seulement stockés ici, ils avaient été utilisés. Chloé s'assit par terre, tenant une des petites boîtes dans sa main. Son esprit était rempli de questions. Pourquoi ces médicaments avaient-ils été utilisés? Qui les avait prescrits? Nicolas était-il au courant des risques? Elle ne pouvait pas tirer de conclusion hâtive. Il pouvait y avoir une raison médicale, mais une pensée ne la quittait pas. Si ces médicaments avaient été donnés à Léo pendant longtemps quand il était très jeune, ils auraient pu endommager son audition. Peut-être n'était-il pas né complètement sourd. Peut-être que c'était arrivé à cause du traitement. Chloé sentit une vague de malaise dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas dans toute cette histoire. Chloé ne parla pas à Nicolas ce jour-là. Elle ne savait pas comment aborder le sujet. Elle n'avait pas de preuves solides, juste des soupçons. Si elle lui disait ce qu'elle avait trouvé, il pourrait devenir défensif ou en colère. Elle ne voulait accuser personne injustement, mais en même temps, elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait découvert. Elle continuait de penser à la façon dont Léo répondait au son. Ce n'étaient pas des réactions aléatoires. Chloé les avait testées à plusieurs reprises.
Maintenant, sachant ce que le médicament pouvait faire, tout semblait lié. Mais elle réalisa aussi autre chose. Personne ne semblait avoir regardé Léo de près depuis longtemps. Tout le monde avait accepté le diagnostic et était passé à autre chose. Chloé sentait que Léo avait été placé dans un monde silencieux et abandonné là, sans que personne ne vérifie vraiment si ce monde avait encore un sens. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle remettait les flacons de médicaments dans le placard. Quelque chose n'allait pas. Elle en était sûre maintenant. Les jours suivants furent lourds. Chloé effectuait ses tâches avec soin, mais son esprit était toujours occupé. Chaque fois qu'elle voyait Léo, elle l'observait avec un nouveau type d'attention. Elle prêtait une grande attention à son langage corporel, à la façon dont il bougeait la tête quand les gens passaient, et comment il réagissait au son léger autour de lui. Tous ces petits détails soutenaient ce qu'elle croyait maintenant. Léo pouvait encore entendre quelque chose, peut-être pas parfaitement, peut-être pas clairement, mais quelque chose. Et si c'était vrai, alors tout dans la façon dont on le traitait devait changer. Chloé voulait aider, mais elle savait aussi que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait régler seule. Elle garda le silence, mais à l'intérieur, elle se préparait. Elle relut les articles médicaux, enregistra les liens et organisa ses notes. Elle ne voulait pas agir sous le coup de l'émotion, elle voulait être prête avec des faits. Si elle décidait de parler à Nicolas, elle devait être sûre de ce qu'elle disait. Un soir, Chloé s'assit sur son lit, tenant son téléphone, parcourant à nouveau les photos des flacons de médicaments. Ses pensées fusaient. Ce n'était plus seulement une question de savoir si Léo était sourd. C'était maintenant quelque chose de plus profond, s'il avait jamais eu la chance d'être vraiment compris. Peut-être que tout le monde, y compris Nicolas, s'était tellement concentré sur la gestion de la perte de sa femme et du silence de la maison que personne n'avait prêté suffisamment attention à Léo. Peut-être que le garçon essayait de montrer des signes depuis des années, mais personne ne les avait vus. Chloé sentit un sentiment croissant de responsabilité. Elle ne pouvait pas tout prouver. Mais une chose était claire. Quelque chose dans l'histoire de Léo avait été ignoré. Elle ne savait pas qui était responsable ni comment c'était arrivé. Mais au fond de son cœur, une certitude silencieuse se forma. Quelque chose n'allait pas. Et peut-être, juste peut-être, Léo n'avait jamais été vraiment entendu. Chloé avait passé des jours à réfléchir à la suite. Après tout ce qu'elle avait vu, Léo réagissant au son, la découverte des médicaments et la façon dont ses expressions changeaient, elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Il ne s'agissait plus seulement d'observation. Elle devait passer à l'étape suivante. Ce matin-là, après avoir terminé ses tâches, elle se dirigea vers la chambre de Léo et le trouva assis par terre, comme d'habitude, serrant son vieil animal en peluche. Le soleil filtrait faiblement par la fenêtre, créant une lumière douce sur le tapis. Chloé s'assit en face de lui, lentement et calmement. Elle sortit l'écouteur sans fil de sa poche et le lui montra. Sa voix était douce et tranquille. « Léo, dit-elle, je vais mettre un son maintenant, d'accord ?» Il ne répondit pas, mais il la regarda. C'était suffisant. Elle connecta l'écouteur à son téléphone, sélectionna un morceau de musique douce et plaça l'écouteur près de son oreille. La musique commença à jouer. C'était une mélodie tranquille, juste du piano et des cordes, silencieuses et lentes. Chloé ne parla pas, elle observa Léo de près. Au début, il resta immobile. Puis, ses yeux clignèrent et ses sourcils se froncèrent légèrement. Son front se plissa, montrant de la confusion ou peut-être de la concentration. Chloé maintint le volume bas et ne bougea pas l'écouteur. Elle remarqua que sa tête pivota un peu, comme avant. Puis quelque chose se produisit. Léo ouvrit légèrement la bouche. Au début, aucun son ne sortit. Il la referma. Ses yeux restèrent fixés sur le visage de Chloé. Puis, d'une voix très basse, plus comme un murmure, il dit « Je crois que j'ai entendu maman ». Chloé se figea. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait même pas respirer. Les mots étaient sortis lentement, chaque syllabe espacée, presque comme s'il essayait de se souvenir comment les dire. Ce n'était pas fort, ce n'était pas clair, mais c'était réel. C'était la première fois qu'elle l'entendait parler, et le mot qu'il avait utilisé, « maman », lui transperça le cœur. Les mains de Chloé se mirent à trembler. Elle ne savait pas quoi dire. Pendant un moment, tout s'arrêta. Léo avait recommencé à serrer son animal en peluche. Mais son visage semblait différent. Ses lèvres étaient encore légèrement entr'ouvertes, comme s'il était surpris par le son de sa propre voix.
Chloé se pencha doucement plus près. Léo, dit-elle doucement. Peux-tu le redire? Il ne répondit pas, regarda ailleurs, puis vers le bas, mais il n'y avait pas de peur sur son visage, juste de la quiétude. Chloé n'insista pas. Elle savait que ce n'était pas le moment de demander plus. Ce qui importait, c'était ce qui venait de se passer. Il avait parlé. Pas parce que quelqu'un lui avait dit de le faire, pas parce qu'on l'avait forcé, mais parce que quelque chose en lui s'était connecté à ce moment. Ce n'était pas seulement écouter de la musique, c'était quelque chose de plus profond. Ce mot, maman, était chargé de sens. Chloé sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle ne voulait pas l'effrayer ni gâcher le moment. Elle resta assise avec lui pendant un long moment sans parler, juste en restant près. Son esprit tourbillonnait de pensées, mais son cœur se sentait plein. La voix de Léo avait été douce, cassée, presque comme quelqu'un parlant dans un rêve, mais elle était là. Cela signifiait qu'il avait gardé ces mots quelque part, qu'il avait des souvenirs, des sentiments, peut-être même des pensées qu'il n'avait jamais partagées. Chloé pensa à tout ce que les médecins avaient dit de lui, qu'il ne parlerait pas, qu'il était inaccessible, et maintenant le voilà, murmurant un mot que personne n'avait jamais entendu auparavant. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il avait choisi ce mot. Peut-être que la musique lui avait rappelé quelque chose, peut-être qu'elle avait déclenché un souvenir, ou peut-être qu'après tout ce temps, il avait simplement besoin de le dire. Chloé réalisa autre chose. Ce n'était pas une petite réussite, c'était un signe, une clé. Léo ne réagissait plus seulement, il essayait de communiquer. Chloé essuya une larme silencieuse de sa joue. Elle ne voulait pas que Léo la voie pleurer. Bien que les larmes venaient de la joie et du choc, elle le regarda à nouveau. Il était revenu à sa position habituelle, assis avec son jouet dans les bras, regardant vers le bas. Mais quelque chose était différent. Maintenant, la pièce ne semblait plus la même. Chloé savait que quelque chose d'important venait de se produire. Pas seulement un changement de comportement, mais un changement de connexion. Léo avait pris la décision de parler. Cela signifiait que quelque chose l'avait atteint, quelque chose d'émotionnel, quelque chose de réel. Chloé ne pouvait pas expliquer comment ni pourquoi, mais elle savait que ce n'était pas une coïncidence, pas un événement unique, c'était le début de quelque chose de nouveau. Elle se leva lentement et lui fit un petit sourire. « Merci, Léo, murmura-t-elle. Puis elle s'éloigna, le laissant être. Sa poitrine se sentait à la fois lourde et légère. Ce n'était plus une question de curiosité ou de doute. Alors que Chloé sortait de la chambre et marchait dans le couloir, son esprit se sentit clair pour la première fois depuis des semaines. Elle n'était plus confuse, plus incertaine. Elle avait vu quelque chose de réel, entendu quelque chose de réel, et maintenant elle comprenait quel était vraiment son rôle. Elle n'était pas seulement une gouvernante, pas seulement quelqu'un de passage, elle avait été placée ici pour une raison. Léo avait ouvert une porte, et elle devait la protéger. Elle devait s'assurer que rien ne la referme. Elle n'allait pas se précipiter ni faire de promesses qu'elle ne pourrait tenir. Mais à partir de maintenant, elle serait la voix de Léo quand ce serait nécessaire, son soutien quand les choses deviendraient difficiles. Le monde l'avait traité comme s'il ne pouvait pas sentir, parler ou se connecter, mais c'était faux. Léo avait une voix, il avait quelque chose à dire, et maintenant la mission de Chloé était claire. Elle protégerait cette voix de toutes ses forces. Chloé avait décidé de faire un autre test sonore avec Léo. La dernière fois qu'il avait parlé, même si ce n'était que quelques mots, était encore frais dans son esprit. Elle sentait que quelque chose de profond en lui avait été éveillé. Cet après-midi-là, elle s'assit de nouveau avec Léo dans sa chambre. Il était silencieux, tenant son animal en peluche, l'observant attentivement. Elle sourit doucement, connecta l'écouteur à son téléphone et choisit une piste instrumentale douce. « Prêt ?» demanda-t-elle à voix basse. Léo ne répondit pas, mais son corps resta détendu. Chloé s'approcha, portant doucement l'écouteur à son oreille. Quand la musique commença, Léo cligna des yeux, sa tête s'inclinant comme avant. Chloé observa de près, notant chaque réaction. Puis, juste au moment où il ouvrit légèrement la bouche, comme s'il allait parler à nouveau, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Nicolas était là, les yeux écarquillés de surprise. Il regarda directement Chloé, vit l'écouteur, et son visage passa instantanément de la confusion à la colère. « Qu'est-ce que vous faites ?» cria Nicolas en entrant dans la pièce. Sa voix était forte et pleine de rage. Chloé se leva rapidement, tenant le téléphone dans une main,
l'écouteur jouant toujours de la musique dans l'autre. Ce n'est pas ce que vous pensez, essaya-t-elle de dire, mais il l'interrompit à nouveau. Vous lui mettez du son dans l'oreille? Il est sourd. Vous ne pouvez pas faire ça. Léo parut effrayé et recula légèrement. La voix de Nicolas remplit la pièce de tension. Vous n'aviez pas le droit, cria-t-il. Chloé essaya d'expliquer, mais il n'était pas prêt à écouter. Puis quelque chose de complètement inattendu se produisit. Léo lâcha son animal en peluche, se leva du sol et courut vers Chloé. Il la serra fort par la taille, s'agrippant à elle comme s'il ne voulait pas la lâcher. Chloé et Nicolas se figèrent. La pièce devint silencieuse pendant une seconde. Puis, d'une voix calme mais claire, Léo dit quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à entendre. J'ai entendu un son. La colère de Nicolas s'évanouit lentement. Il regarda Léo, incapable de parler. Chloé ne bougea pas non plus. Léo la tenait toujours fermement, son visage pressé contre son ventre. Puis il leva les yeux vers son père et répéta plus clairement, cette fois, j'ai entendu. Sa voix n'était pas forte, mais elle était pleine de sens. La bouche de Nicolas s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Il fixait juste son fils, clignant des yeux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pendant des années, il avait cru que Léo était complètement sourd. Il avait construit toute sa vie autour de cette croyance. Mais maintenant, voilà Léo, debout, parlant, réagissant au son, quelque chose qui était censé être impossible. Le moment semblait lourd, irréel. Chloé recula finalement un peu, posant sa main sur le dos de Léo. Nicolas les regardait tous les deux, les yeux pleins d'incrédulité. Son monde venait de basculer complètement. La pièce resta silencieuse un moment. Personne ne bougea. Nicolas s'assit lentement sur le bord du lit, regardant toujours son fils. « Redis-le » dit-il à voix basse. Léo hocha la tête et murmura une fois de plus. « J'ai entendu. » Ce n'était plus juste un mot, c'était la vérité. Nicolas se couvrit le visage de ses mains un instant. Quand il les baissa, son expression avait changé. Il avait l'air fatigué, brisé, mais aussi plus ouvert. « Depuis combien de temps cela dure » demanda-t-il à Chloé. Elle lui raconta tout, l'écouteur, les réactions, les médicaments qu'elle avait trouvés et les recherches qu'elle avait faites. Nicolas écouta en silence. Quand elle mentionna les médicaments, son visage se crispa. « Je pensais qu'ils aidaient » murmura-t-il. « Je ne savais pas » Chloé ne le jugea pas, elle hocha simplement la tête et dit « Peut-être qu'il est temps de les arrêter. » Nicolas ne discuta pas. Il se leva et dit fermement « Arrêtez les médicaments aujourd'hui. » Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix cette fois. Dans les jours qui suivirent, tout changea. Nicolas appela le médecin et ordonna l'arrêt immédiat de toute médication. Il n'offrit pas de longues explications, disant simplement qu'il était temps pour une nouvelle évaluation. Chloé continua ses séances silencieuses avec Léo, lui faisant écouter différents sons, musique et voix. Et Léo continuait de répondre. Il souriait plus souvent, réagissait quand on l'appelait par son nom à voix basse. Il essaya même de répéter des mots simples. La maison de campagne, autrefois remplie uniquement de silence, commença à avoir de nouveaux sons, doux, petits, mais importants. Nicolas passait plus de temps à observer Léo, s'asseyant près de lui pendant que Chloé travaillait avec lui. Il n'interférait pas, il observait simplement, essayant de comprendre le fils qu'il avait mal compris pendant si longtemps. Chloé tenait un journal des réactions de Léo, toujours douce, toujours patiente. Les anciennes routines commencèrent à s'estomper, remplacées par de nouvelles, pleines d'essais, d'erreurs et de découvertes. Il était clair maintenant que Léo pouvait entendre. À la fin de la semaine, il n'y avait plus de doute. Léo entendait des sons, il ne les traitait pas comme les autres enfants et ne parlait pas couramment, mais il n'était plus le garçon silencieux que tout le monde croyait qu'il était. Nicolas le vit rire doucement devant un dessin animé sur le téléphone de Chloé, le vit taper du pied au rythme d'une mélodie et l'entendit même murmurer à nouveau quand il voulait réécouter une chanson. La vérité n'était plus cachée. Elle avait été là tout le temps, attendant. Nicolas savait qu'il restait un long chemin à parcourir, mais quelque chose d'important s'était produit. Une porte s'était ouverte. Pour la première fois, père et fils partageaient quelque chose de réel, quelque chose qui les connectait au-delà du silence. Nicolas regarda Chloé un soir et dit simplement « Merci ». Chloé ne répondit pas par des mots, elle hocha simplement la tête, sachant que son rôle n'était pas terminé, mais maintenant, elle n'était plus seule.
La vérité avait tout changé, et elle ne pouvait plus être ignorée. Chloé ne pouvait s'empêcher de penser aux médicaments, même après avoir vu les progrès de Léo. Sans eux, il avait besoin de plus que des articles sur Internet et des soupçons. Il lui fallait un avis professionnel. Un soir, après avoir terminé son travail, elle prit l'un des flacons de pilules qu'elle avait gardé et l'enveloppa dans un tissu. Le lendemain, pendant sa pause, elle rendit visite à une vieille amie de l'école d'infirmière devenue médecin. Son nom était Dr Manon Leroy. Chloé ne donna pas beaucoup de détails, elle lui tendit simplement le flacon et demanda « Peux-tu me dire si cela pourrait affecter l'audition d'un enfant ?» Manon regarda l'étiquette, puis Chloé. « C'est un composé puissant, dit-elle. Il n'est pas destiné aux enfants, surtout pas à long terme. » Elle demanda à Chloé un peu de temps pour enquêter plus en profondeur. Le lendemain, Manon l'appela et dit « Tu avais raison de t'inquiéter. La substance dans le flacon avait été impliquée dans des cas graves auparavant. » Chloé sentit son estomac se nouer. Le docteur Leroy s'assit avec Chloé et lui expliqua tout ce qu'elle avait trouvé. L'ingrédient actif du médicament pouvait interférer avec le développement du nerf auditif, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. Le flacon que Chloé avait apporté montrait une utilisation répétée sur des mois, voire des années. Puis Manon pointa le nom sur l'étiquette de la prescription. Docteur Jean-Pierre Dupont. Ce nom m'est familier, dit-elle. Après avoir vérifié sa base de données, elle découvrit quelque chose de choquant. Le docteur Dupont avait perdu sa licence médicale plusieurs années auparavant. Il avait été accusé de pratiques médicales contraires à l'éthique sur des enfants. Selon les dossiers officiels, il s'était associé à des laboratoires pharmaceutiques privés et avait prescrit des médicaments expérimentaux non approuvés, parfois sans le consentement total des parents. Les médicaments faisaient partie d'essais cliniques cachés. Le cœur de Chloé s'accéléra en écoutant. Ce n'était pas seulement une erreur, c'était intentionnel. Léo aurait pu être utilisé comme sujet de test. Elle remercia Manon pour l'information. Puis elle retourna à la maison de campagne, les mains tremblantes, ne sachant pas comment partager cela avec Nicolas. Chloé attendit que Léo soit endormi. Puis elle demanda à Nicolas de s'asseoir dans le salon, posa le flacon sur la table et lui montra les documents que Manon avait imprimés pour elle. Au début, Nicolas ne dit rien, il lut chaque ligne, tournant lentement les pages. Son visage devint pâle. Quand il arriva à la partie où la licence du docteur Dupont était révoquée, il laissa tomber le papier et se pencha en avant, se tenant la tête. « Je lui faisais confiance, dit-il à voix basse. J'ai cru tout ce qu'il a dit sur Léo. Je l'ai laissé lui donner ses pilules sans poser plus de questions. » Chloé s'assit à côté de lui, mais ne dit rien immédiatement, le laissant digérer. Après quelques minutes, il la regarda et dit « Il a fait ça à mon fils. » Sa voix se brisa. Chloé hocha la tête. « Mais maintenant nous savons. Et maintenant nous pouvons faire quelque chose. » Nicolas la regarda avec des yeux fatigués. « J'aurais dû le protéger, dit-il. J'ai échoué. »« Vous ne saviez pas, dit-elle. Vous étiez en deuil, seul et désespéré d'obtenir de l'aide. » Nicolas secoua la tête, mais cela n'efface pas ce qui s'est passé. Chloé en convint, mais lui rappela que rester piégé dans la culpabilité n'aiderait pas Léo. Maintenant, ce qui compte, c'est ce que nous faisons ensuite. Léo s'éveille, dit-elle. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nicolas hocha lentement la tête. Vous avez raison, murmura-t-il. Cette nuit-là, ils restèrent éveillés à parler. Ils firent une liste des choses à faire, contacter un nouveau médecin pour une évaluation indépendante complète, rassembler tous les dossiers médicaux liés au docteur Dupont, et éventuellement trouver un avocat. Nicolas admit qu'il ne comprenait toujours pas comment tout avait pu si mal tourner, mais il était prêt à affronter la vérité. Chloé sentit une nouvelle énergie entre eux. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de la détermination. Pour la première fois, ils travaillaient en équipe, non seulement pour la sécurité de Léo, mais pour sa justice. Le lendemain matin, ils commencèrent à passer des appels. Nicolas contacta un spécialiste pédiatrique à Marseille, quelqu'un sans lien avec le docteur Dupont ou l'ancien laboratoire. Chloé aida à organiser les documents et établit une chronologie des traitements de Léo. Ils trouvèrent des incohérences, des dates qui ne correspondaient pas, des signatures manquantes et des notes écrites dans un langage vague. Il devint clair que le docteur Dupont avait été négligent, voire trompeur. Chloé contacta également Manon à nouveau pour lui demander son aide en tant que témoin, s'ils en avaient besoin.
Manon accepta sans hésiter. Pendant ce temps, Léo continuait de s'améliorer sans la médication. Ses réactions devinrent plus fortes et plus fréquentes. Il souriait plus, répondait aux sons graves et répétait même quelques mots de plus. Nicolas observait chaque moment avec une émotion silencieuse, prenant des notes, enregistrant de courts clips et tenant des registres de tout. Il ne cherchait pas seulement quelqu'un à blâmer, il préparait un dossier étape par étape et, surtout, s'assurait que Léo soit enfin vu. À la fin de cette semaine, Chloé et Nicolas s'assirent ensemble dans la cuisine. La maison était calme, mais ne semblait plus vide. Léo dormait dans sa chambre. Les lumières étaient faibles et la paperasse était soigneusement empilée sur la table. « Nous avons beaucoup avancé, dit Chloé. Nicolas hocha la tête, mais il y a encore du chemin à faire. Chloé savait qu'il avait raison. Il y aurait des questions, des enquêtes, peut-être même des dates de procès, mais ils avaient commencé quelque chose d'important. Ils ne dépendaient plus de diagnostics vagues ou de demi-vérités. Ils reconstruisaient tout à partir de faits. Chloé se sentit fière, non pas d'elle-même, mais du changement qu'elle voyait chez Nicolas. Il n'était plus paralysé par la culpabilité. Il était actif, concentré et prêt à se battre pour son fils. Léo mérite la vérité, dit Chloé. Nicolas répondit, et il mérite un avenir basé sur elle. Ensemble, ils avaient fait le premier pas vers la justice. Le mal ne pouvait être effacé, mais maintenant, ils avaient enfin le contrôle de la suite. Même en connaissant les risques, Chloé et Nicolas allèrent de l'avant avec la plainte. Ils rassemblèrent tous les documents, rapports, vidéos et dossiers médicaux et les soumirent aux autorités. Quelques jours plus tard, ils furent contactés par le bureau du procureur. À partir de ce moment, l'enquête commença. Ce ne fut pas facile. Chloé reçut des messages étranges de numéros inconnus. Nicolas reçut un appel téléphonique l'avertissant de garder le silence. Certaines personnes les accusèrent d'inventer des choses pour attirer l'attention, mais aucun des deux ne recula. Ils conservèrent toutes les menaces et les envoyèrent à l'enquêteur responsable. Pendant ce temps, l'équipe du procureur découvrit encore plus de preuves. D'autres familles avaient des histoires similaires sur le docteur Dupont. Des enfants qui avaient fait partie de programmes de traitement qui n'avaient jamais été correctement expliqués. Tout commença à prendre sens. L'affaire était solide. Après des années de silence et de confusion, quelqu'un allait enfin répondre de ce qui s'était passé. La date du procès fut officiellement fixée. Il était temps d'affronter la vérité. Le procès apporta de la tension à la maison, mais aussi un but. On demanda à Chloé de témoigner. Elle se prépara, révisant chaque note, chaque chronologie, chaque vidéo des progrès de Léo. Elle n'était pas nerveuse, elle était concentrée. Nicolas fut également appelé à la barre des témoins. Il se sentait honteux, mais savait qu'il devait être honnête. Le tribunal devait comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'erreurs médicales, mais d'une confiance brisée. Le jour de l'audience, Chloé entra calmement dans la salle d'audience, s'assit face au juge, aux avocats et à une petite foule d'observateurs. Elle raconta son histoire clairement, comment elle avait trouvé les médicaments, ce qu'elle avait observé chez Léo et ce qu'elle avait découvert sur le passé du docteur Dupont. Quand Nicolas parla, il admit qu'il avait suivi les conseils du médecin sans poser de questions. « J'étais en deuil, dit-il, et j'ai pris la mauvaise décision. Mais maintenant, je suis là pour réparer. » Sa voix se brisa, mais il ne détourna pas le regard. Léo n'alla pas au tribunal, mais sa présence se faisait encore sentir. Chloé et Nicolas avaient compilé plusieurs enregistrements montrant son développement après l'arrêt de la médication. Les vidéos le montraient réagissant au son, disant des mots courts, souriant pendant les chansons et interagissant davantage avec son environnement. Ils apportèrent également ses dessins, des images simples de personnes se tenant la main, une maison avec des notes de musique et même un croquis de Chloé avec le mot « maman » écrit en dessous. Le juge examina tout attentivement. La défense tenta de discréditer Chloé et Nicolas, suggérant qu'ils avaient tort ou qu'ils exagéraient, mais les preuves étaient trop solides. D'autres familles se présentèrent également avec leurs propres histoires. Une mère pleura en expliquant comment sa fille avait perdu l'ouïe après avoir pris le même médicament. Après plusieurs longues sessions, le jury parvint à une décision. Le docteur Jean-Pierre Dupont fut déclaré coupable de multiples chefs d'accusation, conduite non éthique, test de médicaments illégaux et mise en danger de mineurs. La salle d'audience était silencieuse lorsque le verdict fut lu, mais le silence signifiait la victoire. Quand Chloé et Nicolas retournèrent à la maison de campagne, tout semblait différent. Il y avait un sentiment de soulagement,
mais aussi un changement profond dans la façon dont il voyait l'avenir. Il ne se sentait plus piégé par la culpabilité ou la peur. Léo, maintenant plus ouvert et expressif, les accueillait avec un gros câlin. Il ne comprenait pas les détails juridiques, mais il sentait que quelque chose d'important s'était produit. Au cours des semaines suivantes, les changements continuèrent. Léo fut inscrit dans une école spécialisée avec des séances d'orthophonie et un accompagnement inclusif. Chloé l'accompagna les premiers jours. Il était nerveux, mais curieux. Lentement, il commença à participer à des activités de groupe. Il écoutait de la musique avec ses petits écouteurs, bougeant parfois son corps au rythme. Un jour, il se leva et dansa devant ses camarades de classe. Ce n'était pas une danse parfaite, mais elle était réelle et pleine de vie. Chloé l'enregistra et l'envoya à Nicolas, qui le regardèrent ensemble ce soir-là, en souriant. La victoire juridique n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose de nouveau. Nicolas recommença à travailler à temps partiel, mais s'assura d'être à la maison tous les après-midi. Lui et Chloé partagèrent les responsabilités et continuèrent d'aider Léo à s'adapter à sa nouvelle routine. L'équipe de l'école envoyait des rapports réguliers qui montraient une amélioration constante des compétences linguistiques de Léo. Il commença à former des phrases courtes et à reconnaître des chansons. Chloé rencontra un conseiller familial qui l'aida à entamer le processus officiel d'adoption. Cela ne prit pas longtemps. Avec le soutien total de Nicolas, Chloé fut légalement reconnue comme la mère adoptive de Léo. Au moment où elle signa le dernier papier, elle sentit quelque chose changer en elle. Elle n'aidait plus seulement, elle faisait vraiment partie de la vie de Léo, et il faisait partie de la sienne. Léo ne dit pas grand-chose ce jour-là, mais il donna à Chloé un dessin de sa famille. Lui au milieu, Chloé d'un côté, Nicolas de l'autre. Ce morceau de papier était maintenant fièrement accroché au mur de la cuisine. Le mas, autrefois lourd de silence, avait complètement changé. De la musique jouait en fond sonore pendant le petit déjeuner. Léo riait souvent, faisant parfois même des blagues idiotes. Il posait des questions, montrait des choses du doigt et dansait chaque fois qu'une chanson passait. Chloé lui créa un petit coin dans le salon, rempli de livres, d'instruments et de matériel de dessin. Nicolas installa de nouvelles lumières et peignit même quelques murs avec des couleurs chaudes. La sensation froide et vide qui remplissait autrefois la maison avait disparu. Les visiteurs qui n'étaient pas venus depuis des mois ne pouvaient pas croire à la différence. Ce n'étaient pas seulement les sons qui la rendaient vivante, c'était l'énergie. Une vraie famille vivait maintenant là, avec de l'amour, des défis et de l'espoir. Chloé s'arrêtait parfois dans le couloir, juste pour écouter, non pas à la recherche de signes de danger, mais de preuves de vie. Et chaque fois qu'elle entendait le rire de Léo ou ses pas courants dans les couloirs, elle savait que le silence était terminé. Son foyer était complet. Léo continua de grandir, et ses compétences aussi. Ce qui semblait autrefois impossible faisait maintenant partie de sa vie quotidienne. Son élocution s'améliora grâce à une thérapie constante, de la pratique et de la patience. Il avait encore parfois besoin d'aide, et certains mots étaient plus difficiles que d'autres, mais il n'était plus silencieux. Il posait des questions, racontait de courtes histoires et riait même aux éclats. Avec le temps, Léo développa un intérêt particulier pour la musique. Chloé avait remarqué au début comment il réagissait à certains sons et rythmes. Nicolas commença à lui montrer des instruments simples, et Léo aimait tous les essayer. Il adorait appuyer sur les touches du piano et écouter les différentes notes. Il commença même à créer de courtes mélodies avec une application de clavier sur une tablette. À l'école, ses professeurs soutinrent son intérêt et lui donnèrent accès à des cours de musique. Chaque note semblait lui apporter de la joie. C'était plus qu'un passe-temps. C'était sa façon de s'exprimer. Son parcours l'avait mené ici, à un lieu de son, d'apprentissage et de joie. À l'âge de 10 ans, Léo avait déjà écrit plusieurs petites mélodies. Elles n'étaient pas compliquées, mais elles étaient pleines d'émotions. Certaines étaient joyeuses et rapides, d'autres douces et lentes. Chloé l'encouragea à chaque étape, imprimant ses partitions, l'aidant à nommer les morceaux et créant même un classeur où il pouvait les ranger. Nicolas construisit un petit coin musical dans la maison, un clavier, un microphone, une enceinte et des étagères pour les cahiers et les instruments. Léo y passait des heures après l'école, expérimentant de nouveaux sons et enregistrant de petites chansons. Ses professeurs remarquèrent également sa croissance, non seulement en musique, mais en confiance. Il commença à parler davantage en classe, à se joindre à des activités de groupe et même à se faire de nouveaux amis. Ce n'était plus le même garçon silencieux d'avant.
Son passé n'avait pas disparu, mais il ne le retenait plus. Léo avait appris à vivre avec, à avancer et, surtout, à exprimer ce qui avait toujours été en lui. Un jour, Chloé reçut un email de l'école. Une fondation locale organisait un événement spécial pour honorer les étudiants qui avaient montré des progrès personnels exceptionnels. Il voulait reconnaître Léo. Il avait été nominé par son professeur de musique et choisi par le comité. Chloé montra le message à Nicolas, qui sourit et dit « Il le mérite ». Ils le dirent à Léo ce soir-là, et sa réaction fut simple. Il hocha la tête, sourit et dit « Je peux jouer une chanson ?» L'événement était prévu pour le mois suivant dans l'auditorium communautaire. Léo recevrait une médaille et aurait l'occasion de parler s'il le souhaitait. Il pratiqua une courte mélodie qu'il avait écrite lui-même, une mélodie tranquille et simple avec une fin lente. Chloé l'aida à trouver une belle chemise et des chaussures propres pour le grand jour. Nicolas lui acheta une petite épingle en forme de note de musique à porteur. Tout était prêt. Léo ne semblait pas nerveux, il avait l'air fier. La soirée de la cérémonie arriva. L'auditorium était rempli de familles, de professeurs et d'invités. Une grande bannière était accrochée au mur, histoire de force. Un par un, les étudiants furent appelés sur scène pour recevoir leur médaille. Certains parlèrent, d'autres firent simplement un signe de la main. Quand le nom de Léo fut appelé, Chloé lui serra doucement la main et Nicolas lui fit un signe de tête. Léo monta calmement sur scène, tenant un petit bout de papier dans sa main. Le présentateur lui remit la médaille et la foule applaudit. Puis le présentateur demanda « Aimerais-tu dire quelque chose ?» Léo prit le microphone à deux mains, regarda la foule, puis le papier, puis de nouveau la foule. Le premier son que j'ai entendu, dit-il lentement, venait de son cœur. Il se tourna et pointa Chloé. La salle resta silencieuse un instant, puis se remplit de soupirs silencieux et de sanglots étouffés. Chloé couvrit sa bouche avec sa main, déjà en larmes. Les larmes coulaient sur le visage de Chloé. Elle ne s'attendait pas à un discours, et certainement pas à ces mots. Nicolas, debout à côté d'elle, ne parla pas, il sourit simplement et regarda Léo avec des yeux fiers. Léo continua. Elle a cru en moi. Elle a écouté même quand personne d'autre ne le faisait. C'est là que j'ai commencé à entendre. Le public était complètement silencieux, certaines personnes essuyant leurs yeux. Léo ne dit pas grand-chose de plus, il termina par un simple « merci ». Puis il descendit et retourna à sa place. Chloé le serra fort dans ses bras. « Je suis si fière de toi », murmura-t-elle. Nicolas posa sa main sur l'épaule de Léo. Ils restèrent assis ensemble pour le reste de la cérémonie, se tenant la main, partageant le moment. Le silence, la douleur du passé, le mauvais diagnostic, la culpabilité faisaient encore partie de leur histoire, mais ils avaient changé de forme. Ils ne les contrôlaient plus. Ils les avaient menés ici, à ce moment de vérité, de croissance et de connexion. Cette nuit-là, de retour à la maison de campagne, tout semblait en paix. Léo plaça sa médaille sur une étagère dans sa chambre, juste à côté de son clavier. Il mit une chanson qu'il aimait et s'assit par terre en fredonnant. Chloé l'observait depuis la porte, souriant. Nicolas la rejoignit une minute plus tard. « Il a fait un si long chemin, dit-il. » Chloé hocha la tête, et ce n'est pas fini. La maison ne semblait plus froide, ni silencieuse. Elle avait de la musique, des rires et de la lumière. Léo parlait plus chaque jour. Il chantait doucement en se brossant les dents, dansait dans le salon en chaussettes, posait des questions sur tout. Plus que d'entendre des sons, Léo avait appris à communiquer avec le monde et avec les gens qu'il aimait. Il avait appris à se sentir en sécurité, à faire confiance et à rendre l'amour. Il n'était plus seulement le garçon qui vivait dans le silence. Il était maintenant le garçon qui partageait sa voix et son cœur avec tous ceux qui l'entouraient. 5 ans plus tard, le soleil matinal filtrait par la fenêtre de la chambre lorsque Nicolas fut réveillé par le bruit de pas pressés dans le couloir. Ce n'était plus le chant sous la douche. Léo, maintenant âgé de 12 ans, avait pris l'habitude de se lever tôt pour étudier avant l'école. « Papa !» Sa voix résonna dans la maison. « Tu as vu ma présentation sur le système circulatoire ?» Nicolas sourit en se levant lentement. À 50 ans, 5 ans après que la vérité ait éclaté, il se sentait plus fort que jamais. Il descendit et trouva Léo dans la cuisine avec des livres étalés sur la table, buvant son petit déjeuner tout en révisant ses notes. Ses longs cheveux étaient attachés en une queue de cheval et il portait l'uniforme de l'école privée où il étudiait depuis 4 ans. « Bonjour,
docteur Léo, dit Nicolas en embrassant le sommet de sa tête. Papa, arrête de m'appeler comme ça devant mes amis. Il rit, mais Nicolas savait qu'il aimait ça secrètement. Le rêve de devenir médecin n'avait fait que se renforcer avec le temps. Ta présentation est sur la table du salon, dit Monique, qui à 65 ans continuait de s'occuper de la famille avec la même affection. Ils passèrent la matinée à réviser la présentation. Léo posait des questions sur tout. Pourquoi le cœur bat-il plus vite pendant l'exercice? Comment le sang arrive-t-il au cerveau? Ses notes à l'école étaient excellentes, surtout en sciences. Papa, dit Léo en rangeant les livres dans son sac à dos. Tu as un rendez-vous aujourd'hui. Oui. Examen de routine tous les 6 mois, tu te souviens. Je peux venir avec toi après l'école? Tu peux toujours. Sur le chemin de l'école, Léo raconta le projet de science qu'il développait. Il voulait faire une présentation sur la façon dont l'amour et le soutien familial peuvent affecter la guérison médicale. C'est basé sur notre histoire, papa. Le docteur Stéphane Petit a dit qu'il pouvait m'aider avec les recherches. Nicolas regarda dans le rétroviseur. Le garçon effrayé et méfiant s'était transformé en un adolescent confiant et brillant. Ses yeux étaient toujours grands et expressifs, mais maintenant ils brillaient de curiosité et de détermination. Je suis fier de toi, Léo. Je suis fier de toi aussi, papa. D'avoir lutté, de m'avoir choisi, d'avoir prouvé que les familles peuvent être construites avec l'amour. À l'école, Nicolas observa Léo dire au revoir à ses amis et saluer les professeurs. Il était devenu un leader de classe, organisant toujours des projets de solidarité. Le mois précédent, il avait convaincu l'école d'adopter une famille dans le besoin d'un quartier modeste de la banlieue parisienne, le même quartier où Chloé avait grandi. Il est important de ne pas oublier d'où nous venons, lui avait-il dit. Lors de la consultation médicale, le docteur Stéphane Petit confirma ce que Nicolas savait déjà. Léo était en parfaite santé et son développement auditif continuait de s'améliorer. 5 ans que nous avons arrêté la médication, dit Stéphane. Officiellement, Léo est guéri de tous les effets secondaires. Cet après-midi-là, Nicolas passa à l'école pour chercher Léo. Il sortit en courant, comme toujours, mais maintenant avec une médaille sur la poitrine. « J'ai gagné le concours de rédaction de la ville !» cria-t-il en se jetant dans ses bras. « Sur quoi as-tu écrit ?»« Sur les secondes chances. Sur la façon dont, parfois, les meilleures familles sont celles que nous choisissons. » Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans le même parc où Nicolas emmenait Léo quand il était petit. Maintenant, il courait librement, sans peur, jouant avec d'autres enfants. « Papa, tu te souviens de la question que Chloé a posée il y a 5 ans? » Laquelle? Quand elle a dit qu'elle allait mettre un son dans mon oreille. Nicolas s'arrêta. Bien sûr que je m'en souviens. Elle n'a pas seulement mis du son dans mon oreille, elle a mis du son dans toute notre vie. Nicolas serra son fils dans ses bras, le cœur plein. Chloé avait déménagé à Paris 2 ans auparavant pour suivre des études de médecine, réalisant son rêve d'aider d'autres enfants, mais elle faisait toujours partie de la famille, rendant visite dès qu'elle le pouvait. Ce soir-là, pendant le dîner, Léo fit une annonce. « Papa, j'ai décidé qu'en plus d'être médecin, je veux travailler avec des enfants sourds. Je veux aider d'autres familles à découvrir la vérité. » Nicolas sourit. Son fils avait trouvé son but dans la vie. Aider les autres à trouver ce qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Plus tard, après que Léo soit allé se coucher, Nicolas s'assit dans son bureau. Sur le mur, encadré, se trouvaient 3 choses précieuses. La première photo de Léo souriant après avoir commencé à entendre, un dessin qu'il avait fait de la famille, et une lettre que Chloé avait écrite avant de déménager. Il prit une feuille blanche et commença à écrire. « Cher lecteur, si vous lisez ceci, vous traversez peut-être un moment difficile. Peut-être êtes-vous seul, effrayé, perdu. Je veux vous dire qu'il y a 5 ans, j'étais comme ça aussi. J'ai appris que parfois la vie nous offre des cadeaux aux moments les plus inattendus. J'ai appris qu'un mot murmuré peut changer toute une vie lorsqu'il est dit au bon moment. J'ai appris que les familles ne sont pas définies par le sang, mais par le soin, le choix, la présence. Si vous êtes seul, sachez que quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de vous autant que vous avez besoin de lui. Si vous avez perdu espoir, sachez qu'il peut revenir de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Une femme nous a sauvés quand nous en avions le plus besoin. Peut-être êtes-vous la personne qui sauvera quelqu'un. Ou peut-être êtes-vous celui qui a besoin d'être sauvé.
n'abandonnez pas. Votre voix attend peut-être juste quelqu'un qui sait écouter. Avec amour et espoir, Nicolas Mercier. Nicolas rangea la lettre. Ce serait la préface d'un livre qu'il écrivait sur son expérience. Dehors, la Provence continuait sa vie nocturne tranquille. Mais à l'intérieur de cette maison de campagne, deux personnes qui avaient trouvé la vérité dans l'endroit le plus improbable dormaient paisiblement, sachant que le lendemain, elles seraient à nouveau ensemble. Le silence, qui avait commencé comme un mensonge, s'était transformé en une vie entière d'amour, de but et de famille, et ce n'était que le début. Certaines histoires se terminent, d'autres continuent simplement de grandir dans le cœur de ceux qui les vivent. C'est une histoire qui n'a pas de fin, car le véritable amour est éternel, et la vérité, une fois découverte, ne peut plus jamais être réduite au silence. Si vous avez une histoire similaire ou connaissez quelqu'un qui a traversé quelque chose de semblable, partagez-la avec nous. Votre participation est très importante. Laissez-nous savoir d'où vous venez dans les commentaires et racontez-nous comment cette histoire a touché votre cœur.